Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de L'Inuit de Momalo, lu par Stéphane Cornicard. Atek ou Amnon. Dans la culture inuite, l'Atek correspond à l'identité d'un individu tel qu'exprimé dans son prénom. Celle-ci se transmet de corps en corps à travers les générations successives d'une même famille. Ainsi, à la mort d'une personne, il est fréquent que son Atek soit transféré à un nouveau-né de sa descendance, quel que soit son sexe. Prologue. Elle essuie son front détrempé d'un doigt carmin. De fines rigoles dévalent les lignes qui strient son visage et coulent jusqu'à la pointe de son menton. À plusieurs reprises, elle empoigne l'amulette qui pend à son cou. Conjurer le sort, croit-elle. Mais cette fois, le petit corps palpitant rechigne. Car il en va de certaines naissances comme de toutes les morts. On s'y présente à reculons. Alors, elle entonne un chant à l'intention du petit être dont pointe le crâne. « Viens, viens, rejoins-nous ici. Tu verras la neige, tu verras la glace. Tu partageras l'hiver et les phoques. Viens, on t'attend. C'est si beau, tu sais. » Indifférente à la mélopée, la jeune mère, elle-même une enfant, ne bouge plus depuis longtemps sur la peau brute tannée au vent sec de la baie. Si seulement d'autres adultes veillaient autour d'elle. On pourrait demander à l'un d'eux de courir autour de la bicoque en bordure du fjord, inviter le fœtus à les rejoindre dans la grande cavalcade de l'existence. C'est ce qui se pratiquait ici il y a peu. Mais qui respecte encore ces traditions? Et qui, au village, se soucie de ce qui se déroule dans cette masure isolée? Ses cils battent et chassent la sueur tant bien que mal. La peur aussi. De nouveau, elle plonge les mains dans les entrailles de la jeune mère, comme s'il s'agissait d'une glaise primitive. Elle adore sentir le froufrou muqueux frémir sous ses doigts. Avec elle, par elle, se créera bientôt un monde. Elle pourrait le détruire aussi. Elle a ce pouvoir. Elle le sait. Il arrive même qu'elle en joue. Une vague réveille la mère, déchire son ventre, envoie l'enfant vers l'issue. Enfin, la souffrance agit comme une libération. Efface les chairs tuméfiées, écarte ce qu'il demeurait d'obstacles, propulse la vie vers son avenir. « Angusiak », dit-elle. C'est un garçon que ses mains ont sculpté. L'une d'entre elles est armée d'un houlou, le couteau traditionnel des femmes inuites. L'injonction qui la taraudait avant cette ultime étape revient, lancinante. La mère ou l'enfant? Le cri plaintif la somme de choisir. Qui vivra? Qui mourra? Oh, elle aurait toutes les raisons de les tuer tous les deux, d'éradiquer pour de bon leur engeance maudite. Trancher le cordon, cela peut se faire avec autant de facilité que s'il s'agissait d'un fil de pêche. L'autre ligne de vie, lisse, douce et palpitante, offrirait plus de résistance. Y parviendra-t-elle? Elle le sait pourtant, rien d'autre qu'une chair vivante ne devrait jamais jaillir de ses mains. Elle est une donneuse de souffle. Anirnik. Elle ne le vole pas, ce souffle. Elle l'offre. Elle permet que d'un rien hurlant, encore englué de douleur, chose infime, se façonne un destin. Chasseur, pêcheur, chaman ou prince d'une contrée lointaine, peu importe. Elle pétrit la providence comme d'autres modèlent une pâte. Ainsi se définit-elle. Ikariurti, celle qui aide. Sanaji, celle qui fabrique. Mais elle lève haut son bras, à tutoyer le toit et les étoiles, à fendre l'air confiné et brûlant de la pièce, à effrayer les animaux tatoués sur son corps, à frôler sa longue chevelure dans le même geste, si ample, si déterminé. Puis d'un coup, elle abat sa main. Partie 1. Kuhloswak, 28 février 2021.
Bjorn Weston considérait le cadavre en souriant, l'œil plissé et la moustache aux aguets. Les mains calées sur ses hanches, drôle d'accent circonflexe, clamaient toute sa perplexité. Quoique plutôt court sur pattes, il éprouvait le besoin de baisser légèrement le visage pour mieux apprécier la scène. Quel gâchis quand même! Le pêcheur en vareuse et pantalon en peau d'ours qui l'accompagnait dans la Maison Bleue était l'un des 2 référents locaux habilités à appeler la police d'Upernavik à la rescousse. Incapable de masquer son dégoût, il avait lancé sa remarque tout en restant dans l'ombre du flic en parka et bonnet. Bjorn le regarda en coin. « Tu parles d'elle, du bébé qu'on lui a pris, ou des traces que tu as laissées un peu partout ?» demanda-t-il sur un ton doux qui gommait le reproche. L'autre parut réaliser seulement à cet instant que le corps était celui d'une accouchée. Des indices tout de même. Un reste de placenta gisait entre les jambes nues, au beau milieu d'une mare d'humeurs diverses et désormais séchée. La tunique ensanglantée qui couvrait sa poitrine et son ventre, ainsi que la peau de bête sous ses fesses, s'était semble-t-il abreuvée à 2 sources. La gorge taillée de part en haut et son sexe malmené par le travail en bas. Une expression paradoxale de soulagement habillait le visage poupin de l'adolescente morte en couche. « Elle s'appelle comment ?»« Nina Eliasson. »« Comme Ole Eliasson ?» s'étonna le policier, se défaisant enfin du rictus qui s'était accroché à son visage depuis la découverte du corps. D'un froncement machinal, il releva les lunettes qui glissaient sur l'arête de son nez. C'était sa petite fille. Bjorn fixa le visage de la gamine et finit par la reconnaître. Il l'avait interrogée 9 mois auparavant dans des circonstances déjà tragiques, juste à l'autre bout du village. L'échec de cette précédente enquête pesait encore sur ses épaules. Pourtant, à bientôt 60 ans, il pouvait plutôt se féliciter de la conduite des rares affaires dont il s'était occupé jusque-là. Une bile amère reflua dans sa gorge. « Elle n'a pas gardé la maison de son grand-père ?» demanda-t-il au pêcheur. À part une ardoise au Pillerswisok, ses chiens à abattre et des filets à démêler, Ole ne lui a pas laissé grand-chose. Il a fallu qu'elle revende la bicoque du vieux et qu'elle s'en achète une plus petite, vu qu'elle voulait à tout prix rester ici. Une note de regret, peut-être même de désapprobation, teintait sa remarque. Rester à tout prix ici, seul et à son âge, sous-entendait-il certainement. 14 ans demanda Bjorn. 15. On sait qui est le père du bébé ? Non, dit-il avec un regard affolé qui clamait « Pas moi, pas moi ». En tout cas, moi, on ne m'a rien dit. Quelqu'un de Kuchlorswak, j'imagine, trancha malgré tout Bjorn. Kuchlorswak, cette île confetti où ils se trouvaient tous les 2, était située dans la baie de Melville, au nord-ouest du Groenland. L'un des villages les plus inaccessibles du pays. 450 habitants, et pas une année sans 2 ou 3 suicides. La routine sous ces latitudes. La tête de son acolyte Dodlina en guise de confirmation timide. Son job consistait à donner l'alerte, pas à se lancer dans des conjectures sur des affaires criminelles ou à suspecter quiconque dans son entourage. Chacun son iceberg, et les phoques seraient bien gardés. L'attention de Bjorn Weston se reporta sur la scène de crime. Il n'habitait pas le village, mais à Upernavik, une autre île plus au sud où résidait l'unique poste de police de la région. Le foutoir qui régnait dans la minuscule maison, un préfabriqué en bois composé d'une seule pièce d'une petite trentaine de mètres carrés, distillait pourtant un parfum familier. Il aurait presque pu entendre les sempiternels reproches de Bénédicte, son épouse depuis plus de 25 ans. « Tes restes de chasse en plein milieu du salon, juste à côté du linge propre, tu trouves ça normal ?» Le type de grief dont il se sortait d'un frisli de moustache et d'un baiser soufflé. Ici, les abats de phoque cédaient la place à des montagnes de vêtements dans un état de propreté douteux, jetés pêle-mêle sur le sol, et d'où émergeaient des bols à demi vides de nouilles asiatiques lyophilisées. Ce désordre suffisait à résumer le mode de vie de la défunte.
Il n'eut qu'à déplacer quelques piles du bout du pied pour dénicher ce qu'il recherchait. « Un houlou !» s'exclama le pêcheur dans son dos. Le couteau à lame en demi-lune était maculé de sang sec, sur le manche comme sur la partie coupante. Avec un peu de chance, des empreintes y figureraient. Dès qu'il en aurait l'occasion, de préférence avant son retour au poste d'Upernavik, il enverrait cela en urgence à l'unique laboratoire de police scientifique du pays. « Monsieur !» Un homme avait fait irruption dans la pièce, auréolé d'un halo de brume glacée. Le bulletin du jour annonçait un joli moins 35 degrés centigrades. Björn s'abstint de lui demander de l'interpeller par son grade, capitaine. Le villageois qui avait surgi ne devait pas connaître grand-chose au rang des officiers de police. Björn se formalisait par ailleurs très peu des entorses au protocole. Il n'était pas du genre à se gargariser de titres. À choisir, il aurait préféré qu'on dise de lui qu'il était un grand chasseur plutôt qu'un grand flic. Hélas, il le savait bien, ni l'un ni l'autre n'était vrai. Le service qu'il dirigeait gérait plus de litiges entre chasseurs qu'il n'élucidait de crimes faisant la une des journaux. « Quoi ?» demanda-t-il mollement. « On a retrouvé le bébé. »« Vivant ?»« Tout ce qu'il y a de plus vivant. Il s'est endormi. Mais il n'y a pas une heure, il braillait plus fort qu'un blanchon qu'on... » Un aperçu de la scène derrière son interlocuteur coupa l'intrus dans son élan. Il roulait des yeux effarés, incapable d'ajouter le moindre mot. « Où est-il ? Quelqu'un l'a recueilli chez lui ?» demanda Björn. L'homme se reprit. « Oui, enfin, personne du village. » Il échangea un regard chargé d'embarras avec le pêcheur, qui se tenait toujours aux côtés de Björn. « Ah ? Et comment ça se fait ?» demanda le flic. « Ben, éluda l'homme, les Eliasson, à la base, ils sont pas vraiment du coin. Vous voyez ?» Il voyait. Pourtant, l'adoption coutumière demeurait une pratique courante dans ces villages isolés. Il n'était pas rare qu'un enfant abandonné ou démuni soit recueilli par un membre de la communauté, famille ou non, lien biologique ou non, dès après sa naissance. « Ok, qui s'en occupe alors ?»« La sage-femme qui l'a mis au monde. »« Et elle aime les étrangers, elle ?»« Elle n'est pas d'ici non plus. C'est une Sanaji itinérante. » Sanaji, une accoucheuse. C'était la première fois que le capitaine Björn Westen entendait parler d'un tel service. Il n'ignorait pourtant pas que l'immense majorité des femmes enceintes vivant dans des localités dépourvues d'hôpital ou de dispensaire étaient contraintes de s'exiler dans une grande ville jusqu'à plusieurs semaines avant l'accouchement. « D'accord. Et on peut les trouver où, tous les deux ?»« Oh, à 2 pas, chez Paulus. Il vit seul et il loue l'une de ses pioles aux gens de passage. Il n'est pas du genre regardant sur qui dort chez lui. » Kochlorswak, 28 février 2021. La maison rouge de Paulus le chasseur se situait non loin, sur le même versant de la commune, là où les pentes glissaient vers la mer de Baffin. À quelques pas du cimetière. Gravissant les marches creusées dans la glace d'un pas preste, Björn ne mit guère plus d'une poignée de minutes pour y parvenir. Sur place, un joyeux Noël en danois, anachronique, balafrait encore la façade couleur sang. Paulus ouvrit sa porte au policier, mais demeura aussi muet qu'un flétan tiré hors de l'eau. Il le conduisit à la chambre de ses locataires. Après un coup discret frappé à la porte, Björn la poussa et tomba nez à nez avec une image qui frisait l'allégorie. Un nourrisson endormi dans les bras d'une femme, tous deux nichés au creux d'un fauteuil, un plaid emmailloté autour d'eux. La coucheuse, ce devait être elle, parut détecter sa présence et se réveilla. D'un index posé sur ses lèvres, elle lui intima le silence. Le petit n'avait pas dû beaucoup dormir depuis son arrivée sur Terre. Elle non plus, à en juger par les cernes qui lui alourdissaient les yeux. « Il a combien ?» susurra le flic. « 2 jours, indiqua la femme assise du pouce et de l'index. On pouvait en déduire que le meurtre de la jeune Nina, tout laissait croire qu'il s'agissait d'un meurtre, remontait à moins de 48 heures.
Afin de lever toute ambiguïté, il tira une carte fripée de sa poche de parka et la lui présenta. Capitaine Bjorn Westen, police d'Upernavik. Il la dégainait rarement, toujours gêné, malgré son ancienneté, par l'aspect ronflant du titre et le côté trop protocolaire du geste. Il demanda « C'est vous qui l'avez mis au monde, n'est-ce pas ?» Ses lèvres articulèrent un oui, mais aucun son ne s'échappa. « Vous vous appelez comment ?»« Panningwak Madsen. » Elle avait parlé si doucement qu'il lui fit répéter. « Comment ?»« Panningwak Madsen. » Cette fois, un filet de voix, chaud et grave, avait filtré de sa bouche. Et par le seul pouvoir de celui-ci, elle lui apparut enfin pour ce qu'elle était, au-delà de sa fonction de couffin vivant. Une trentenaire brune, inuite métissée, sensiblement plus grande que la plupart des femmes de la région. Sa tenue mêlait des pièces sportwear fonctionnelles et d'autres plus authentiques, comme son gilet en peau de phoque qui relevait assurément d'une confection artisanale, peut-être de ses propres mains. « Mais tout le monde m'appelle Panique », ajouta-t-elle. Elle sourit. « Parce que quand on fait appel à moi, en règle générale, c'est plutôt en urgence. » Bjorn sourit à son tour, de ce sourire sans malice qui lui ouvrait bien des portes. Panningwak Madsen. Un prénom purement inuit, un nom de famille danois, comme la plupart des habitants du pays. Pourtant, un hiatus frappait Bjorn. Marqué de 3 lignes verticales sur le menton, un tatouage traditionnel connu sous le nom de barbe morse, son visage était bien celui d'une autochtone. Mais quelque chose dans son accent et son kalahalisut un peu hésitant trahissait une autre origine. Étrange mélange. « Je sais que le moment est mal choisi, » murmura-t-il, s'excusant presque. « Mais j'ai quand même quelques questions à vous poser. » Elle l'encouragea d'un mouvement de tête discret, s'assurant d'un bref regard que leur échange ne perturbait pas le bébé qui dormait toujours entre ses bras. « Comment s'est passé l'accouchement de la gamine ?»« Mal. Au point qu'à un moment j'ai cru que j'allais devoir choisir entre le petit et sa mère. »« C'est ce que vous avez fait ?» Elle pressa le nouveau-né contre sa poitrine. « Bien sûr que non, » s'agaça-t-elle en sourdine. « Je les ai maintenus tous les deux. Pourquoi vous dites ça ? » Parce que la mère n'a pas survécu. Elle parut trop choquée par l'annonce pour y relever le sous-entendu qui l'impliquait. « Comment ça ?» souffla-t-elle. « Quand j'ai laissé Nina pour m'occuper d'Olé, elle était stabilisée. »« À quelle heure ? » ?»« Vers minuit. »« Et depuis, vous l'avez revue ? » ?»« Non. » admit-elle du bout des lèvres. « Vous dites que l'accouchement s'est mal passé et vous n'avez même pas pris de nouvelles d'elle après l'avoir laissée seule dans sa maison il y a 2 jours ? » ?»« Je vous l'ai dit, elle allait bien, et le petit avait besoin de moi. »« Quand même !» s'indigna-t-il sur un ton plus surpris que réprobateur. « Lors d'une mise au monde, il y a l'aspect médical, mais aussi ce qui relève de la psychologie. » »« Qu'est-ce que vous voulez dire ? » ?»« Avant que je ne parte avec le bébé, Nina m'a clairement dit qu'elle ne se sentait pas prête à le voir, encore moins à s'en occuper. » Bjorn plissa légèrement les yeux et décida de passer à autre chose. Après tout, que connaissait-il de l'intimité et des états d'âme de ces femmes ? « Vous arrive-t-il d'utiliser un houlou lors des accouchements ?» Bjorn avait prononcé ces mots avec tant de suavité, et ce sourire, mon Dieu, cet imperturbable sourire, qu'il avait réussi à ne glisser aucune agressivité dans sa phrase. « Oui, pour couper le cordon. Mais je ne vois pas le rap. Pour lui aussi, vous avez coupé le cordon avec ce type d'outil ?» D'un hochement, il avait désigné l'enfant, plus que jamais abîmé dans un sommeil imperturbable. « Oui, » dit-elle en élevant la voix, enfreignant sa propre consigne. « C'est mon Oulou, le même depuis toujours. Je l'emploie pour tous mes accouchements. Qu'est-ce que... » Le changement de timbre s'accompagna d'une légère accélération du bercement, tout juste perceptible. Elle dut sentir son propre changement d'attitude et ce qu'il disait de son malaise,
car elle freina bientôt la cadence. Elle ne comprenait que trop bien désormais où il voulait en venir. « Et vous l'avez laissé sur place, n'est-ce pas ?»« Oui, probablement. Tout s'est fait très vite. » « En panique, » compléta-t-il doucement. Ce qui, dans la bouche d'un autre flic, serait passé pour une pique sournoise destinée à déstabiliser son suspect, prenait chez Björn l'aspect d'une blague maladroite, ou même involontaire. Et cependant, l'effet était bien là. Un trouble voilait le beau visage tatoué. Kuchlorswak, 28 février 2021. « C'est impossible !» protesta-t-elle à voix basse. Entre ses bras, le bébé fronça les yeux, comme concentré sur les propos de sa gardienne. Un masque grave déforma un instant son faciès élastique. Björn Weston afficha lui aussi un étonnement froissé. « Pourquoi ?» dit-il sans agressivité. « Je ne vous demande pas de passer votre vie ici, juste de rester 2 ou 3 jours sur place, le temps que j'avance un peu dans mon enquête. Désolé, mais je ne peux vraiment pas. Je suis attendu pour un autre accouchement à plus de 600 kilomètres. » « Où ça ?»« À Uummannaq. Chaque année, la fin de la nuit polaire déclenche les femmes qui approchent de leur terme. Comme si le retour du soleil appelait le fœtus à sortir de son hibernation. » Un coup d'œil vers un angle de la pièce révéla aux flics que le pactage de panique était déjà bouclé. Un sac à dos de taille moyenne, hors d'âge, sur lequel reposait une étrange parka en cuir retourné, piquée çà et là d'empiècements en laine, sans doute une autre fabrication maison. Il fallait bien une urgence, quelle qu'en fût la nature, pour qu'elle abandonnât aussi vite le petit tout juste né de ses mains et désormais orphelin. « Vous n'êtes pas la seule sage-femme de tout le Groenland. »« Non, mais je suis la seule à me déplacer là où il n'y a plus de service de santé. Croyez-moi, ça compte quand on en est à 8 mois de grossesse. » « Parlons-en, » pensa Björn. Il ne prétendait pas tout connaître des business sauvages qui fleurissaient à travers le pays, mais quand même, celui-ci était assez singulier pour que sa propre ignorance le surprît. Des femmes enceintes, il en avait côtoyé plus d'une, y compris récemment parmi ses belles-filles, et aucune n'avait jamais mentionné l'existence de cette Sanaji nomade. Sans oublier le fait que le village où elle prétendait être appelée, Uummannaq, disposait d'un hôpital, chose qu'elle ne pouvait ignorer. La réflexion de la jeune femme lui inspira une autre question. « Vous êtes déjà intervenu ici ?» lui demanda-t-il. « Oui, plusieurs fois. Comme je le disais, il n'y a aucune compétence médicale à Kuchlorswak, encore moins pour les naissances. » Il approuva d'un plissement d'yeux. L'organisation de la santé dans les petites communes isolées ressemblait à s'y méprendre à celle de la police. 2 référents, dépourvus de la moindre compétence, faisaient office de simples courroies de transmission entre les besoins locaux et l'autorité la plus proche. Pour ces 2 services publics, le village de Kuchlorswak dépendait d'Upernavik, la commune où officiait Björn, 200 kilomètres plus au sud. Une promenade au regard de l'immensité de l'île. Une galère sans nom quand il s'agissait d'attendre la rotation d'hélicoptères suivante, sans cesse retardée par les aléas de la météo. Et la dernière de ces naissances, c'était quand ? Il y a environ 9 mois, juste au moment de la débâcle, fonte de la banquise hivernale. Fin mai, début juin ? Début juin, affirma-t-elle. Le 7 ou le 8, je ne sais plus exactement. Elle se trouvait ici le 7 ou le 8 juin. Björn secoua la tête, incrédule. L'idée qui s'était formée dans son esprit, en un instant, mettait à mal son système de pensée. Il avait, lors de ses nombreuses années d'exercice, dû résoudre presque exclusivement des meurtres commis sous le coup de la passion ou de la colère, non prémédités. Dans le pays, les tueurs faisant appel à un plan méthodique et préétabli étaient une denrée rare. Lui-même n'en avait jamais croisé. Ces techniques d'investigation, somme toute assez rudimentaires, lui permettraient-elles de s'attaquer à ce type d'enquête ? « Vous savez qui d'autre dans le village est mort pile à ce moment-là »
Oui, bien sûr, dit-elle avec gravité. Le grand-père de Nina. Au début du mois de juin précédent, Ole Eliasson, alors âgé de 75 ans, avait été retrouvé mort, immergé dans un igloo, un trou dans la banquise en cours de fonte. Les accidents fatals étaient fréquents cette saison, par la faute de la glace rendue meuble. Mais dans ce cas, l'intention criminelle ne faisait aucun doute. Ses pieds et ses mains avaient été liés par du fil de pêche, empêchant toute tentative de se hisser hors de l'igloo. Vous l'avez rencontré? Vous le connaissiez? Non, pas du tout. D'ailleurs, je n'avais jamais vu Nina non plus avant de revenir ici pour son accouchement. La jeune femme, parfaitement immobile, semblait impassible, à l'image du bébé qui dormait paisiblement sur son sein. Si elle avait eu le moindre lien avec les événements d'alors, aurait-elle répondu avec autant d'aplomb? N'aurait-elle pas cherché, au contraire, à occulter sa présence à ces dates précises? Kuchlorswak, 28 février 2021. Le tableau revint à Björn aussi vivace que 9 mois plus tôt. Le vieux pêcheur ligoté et plongé dans un trou de phoque jusqu'à mi-poitrine. La glace qui s'était reformée autour de lui, le maintenant partiellement à flot, ne laissant dépasser que ses épaules et sa tête. Il a eu tout le temps de se voir mourir. Immergé dans l'eau proche de zéro, a fortiori entravé comme il l'était, un corps humain était condamné à une mort certaine en moins de 15 minutes. Un laps de temps très bref, et néanmoins interminable pour celui qui le subissait et en connaissait l'issue. Ce mode opératoire était cruel, certes, mais pour Björn, il évoquait plutôt une forme d'improvisation. À l'époque, comme dans le cas de Nina jusqu'à cet instant, Weston avait suspecté un acte opportuniste, réalisé avec les moyens du bord, une nouvelle fois très conforme à ses observations d'enquêteur criminel. Las, l'absence totale de témoignages et de traces exploitables, ni ADN, ni empreinte digitale, avait laissé son enquête au point mort. Le lieu du crime, situé à près de 30 kilomètres au nord-ouest du village, était un désert absolu, bien au-delà des zones de pêche habituelles. Pas un chien, sinon ceux d'Ole, à perte de vue. Quant aux autres indices éventuels, ils se résumaient à quelques poils de phoque accrochés au fil, des marques de bottes traditionnelles, les kamiks autour de l'igloo, et des traces de traîneaux qui posaient question. « Que je comprenne bien », reprit Paningwak avec calme, tirant le policier de ses souvenirs. « Je suis soupçonné de quelque chose ou je suis libre de mes mouvements ?» Pour le moment, ni l'un ni l'autre. D'un petit miaulement, le nourrisson exprima lui aussi l'inconfort dans lequel le plongeait cette situation bancale. Et dire que cet être si doux, si désarmé, avait vu le jour au cœur du malheur suprême. « Est-ce que je peux continuer de m'occuper d'Ole, le temps qu'une solution soit trouvée ?» « Ole ?» Ce n'est qu'à ce moment qu'il réagit en entendant le prénom du bébé. Oui, comme le grand-père de Nina. Elle tenait beaucoup à ce que le petit reçoive son attaque. Et pour Ole, alors ? Bredouilla-t-il. Laissez-moi 1 heure pour aviser. En attendant, vous pouvez rester ici avec lui, oui. Mais vous ne quittez pas cette chambre. On est d'accord ? Oh ça, je ne pense pas qu'il me l'autorisera non plus. Au dehors, un jour naissant l'accueillit, qui irradiait la baie et les reliefs alentours d'un halo d'or, strié de longues bandes de brume givrée. Björn se laissa subjuguer quelques instants par le spectacle, imaginant quelle magnifique journée de chasse il aurait pu s'offrir avant de dégainer son téléphone. Malgré la présence de l'immense mât de communication planté au sommet de la colline voisine, juste devant le pouce rocheux qui donnait son nom au village. Kuchlorswak signifie littéralement le gros pouce, en référence au piton rocheux qui surplombe la localité. Le réseau demeurait faible. Suffisant tout de même pour appeler son contact au siège d'Air Greenland à Nuuk. « Weston, qu'est-ce qui vous prend d'appeler aussitôt ? Vous êtes au courant que je ne suis pas pilote de ligne. J'ai des horaires de bureau, moi. » « Mais justement, Werner,
J'ai besoin que tu y ailles maintenant. »« Non, mais... Allez, et rappelle-moi quand tu seras devant ton écran. » Du temps où il vivait à Upernavik, le dénommé Werner avait eu une jeunesse passablement agitée. Seule l'indulgence du patron de la police locale, Bjorn, lui avait permis de ne jamais passer par l'unique cellule du poste. Depuis, Werner remboursait sa dette, un peu trop éternelle à son goût, à l'aide de menus services. Le téléphone de Bjorn sonna une grosse dizaine de minutes plus tard. À l'autre bout du fil, un Werner grognon venait au rapport. « J'y suis, » grommela-t-il. « Ok, j'ai besoin de connaître les déplacements d'une passagère précise. »« Quelle liaison ?»« L'hélico entre Kuchlorswak et Upernavik. »« À quelle date ?»« Je ne sais pas exactement. Disons les jours qui ont suivi le 9 juin 2020. La date présumée de la mort d'Ole Eliasson. Son cadavre avait été retrouvé par l'un de ses confrères pêcheurs 2 jours plus tard. Son nom ? Paningwak Madsen. » Le cliquetis du clavier occupa la ligne quelques instants, avant que la voix nasillarde de Werner ne retentisse de nouveau. « Je n'ai aucune Paningwak Madsen entre Kuchlorswak et Upernavik du 9 au 30 juin. Pisse. Et plus tard ? Nouveau tapotis. Rien de toute l'année. Vous êtes sûr du nom, capitaine ? Oui, oui, confirma-t-il sans réelle conviction. Tu peux regarder dans le sens inverse, pour l'aller. Elle est censée être arrivée entre le 6 et le 8 max. Le temps pour Weston de fixer un iceberg assoupi dans le port et d'apprécier son profil de troll, Werner revint vers lui. « Désolé, mais je n'ai rien non plus. Elle n'a pas pu embarquer sous un autre nom ?»« Pour dissimuler sa présence dans le village, » compléta Bjorn pour lui-même. « Mais dans ce cas, pourquoi lui en avoir parlé ?»« Attends, est-ce que tu l'as dans le sens Upernavik-Kuchlorswak au cours du mois dernier ?»« Février 2021. Une seconde. Non, toujours pas. » C'est dingue. Comment elle a pu passer à ce point entre les mailles de vos enregistrements et de vos contrôles ? Je sais pas. Enfin, il y a peut-être une explication toute bête. Elle n'a pas pris l'hélico pour rejoindre ce bled. Bjorn Weston raccrocha sans un merci, puis fit défiler l'historique de ses photos avec fébrilité. Il ne tarda pas à retrouver celles qu'il avait prises lors de son enquête du mois de juin. Après un bref coup d'œil au corps du vieil homme immergé dans son aglou, il trouva ce qu'il cherchait précisément. Les sillons imprimés par les patins d'un autre traîneau que celui de la victime. Celui du meurtrier, sans aucun doute, qui avait pris la fuite en direction du sud. Des sillons atypiques que lui-même, tout moucheur aguerri qu'il fût, avait eu toutes les peines du monde à reconnaître. Un moucheur, un conducteur d'attelage de chien de traîneau. Il ne ressemblait pas aux empreintes des traîneaux traditionnels, les comatiques, beaucoup plus larges. Elle n'a pas pris l'hélico pour rejoindre ce bled. Au loin, le passage d'un attelage, tiré par une quinzaine de chiens, s'invita dans le paysage en même temps que dans ses pensées. L'anglissando de ses conjectures sur la glace de sa conscience. Elle n'était jamais venue avec l'intention véritable de tuer. Jamais. La preuve, elle avait improvisé tous ses gestes, n'avait jamais rien prémédité. Utilisant ce qui lui tombait sous l'œil et sous les doigts, sur place, sans rien apporter avec elle qui pût servir un éventuel dessein. Qui sait, parler, sonder l'esprit plutôt que la chair aurait peut-être suffi. Elle en était pourtant à son 3e, ici et ailleurs, afin d'accomplir ce que d'autres n'avaient su faire avant elle. Y avait-elle pris du plaisir ? Elle ne le croyait pas. Le referait-elle si cela se présentait ? Elle n'en doutait pas un instant. Car ce qui demeurait à la fin, c'était la satisfaction d'une justice qu'elle se savait seule capable de rendre. Et ce qui aurait pu devenir un poids insupportable, plus lourd à porter chaque fois, d'année en année, l'allégeait au contraire un peu plus du plus lourd des fardeaux, elle-même.
Ils étaient nombreux, ceux qui auraient pu s'atteler à la tâche. Plus fondés qu'elle, plus légitimes, car plus proches des événements et de la source réelle de leur infortune commune. Si l'on comptait les générations successives, on parlait en dizaines. Mais non, il avait fallu que cela tombe sur ses épaules déjà si éprouvées. Une bête histoire de nom et de sexe. Une conjonction heureuse qui avait fait son malheur. À moins que ce ne soit l'inverse. Quand elle avait quitté la maisonnette bleue en bord du fjord, l'une des plus modestes et des plus reculées du village, les mains encore rouges de ses œuvres, elle avait titubé un bon moment dans la nuit. Au fronton des maisons les plus proches, des loupiottes allumées, simple sécurité, ne trahissaient aucune présence éveillée. Seul le crissement du tapis moelleux, neige fraîche, semblait guider ses pensées. Un pas lui conseillait la fuite. L'autre criait « Rends-toi ». La dualité comprimait son âme autant que les cristaux de glace. Si elle partait maintenant, quelles seraient les conséquences pour l'autre? Fallait-il retourner à sa tanière ou en finir dès à présent? Arrivée au cimetière, là où se densifiait l'habitat, là où la dépouille du jour irait rejoindre bientôt son aïeul, elle contempla la baie pétrifiée. Un filigrane poudreux pointillait le paysage et achevait de le dérober au regard. Aux premières heures du soleil revenu, chasseurs et pêcheurs s'y rueraient à la suite de leurs chiens. Elle aussi aurait pu avoir cette vie-là, courir, chuter, lutter, fouetter, contribuer à la survie de tous. Mais depuis longtemps, un autre choix s'était imposé pour elle. Sans elle. Depuis longtemps, elle errait loin des hommes, seule en son genre, qui vit toc en lisière du monde. Bannie pour cette faute imprescriptible, avoir été. Copenhague, 1er mars 2021. Presque intraçable, songea Tim Osterman depuis son bureau cloisonné au milieu de l'open space désert. De tous les gratte-papiers de Niels Brockgade, le siège de la police danoise, il était chaque matin le premier à prendre son poste. Le plus souvent avant 7 heures, gage de la tranquillité précédant l'afflux des troupes. À parcourir le long des canaux de Copenhague, qu'aurait-il fait d'autre dès le lever, a fortiori quand son fils, Hans, était chez sa mère? De toute façon, il préférait l'ambiance de fin de journée pour son running quotidien. Il redressa son dos le temps de s'étirer, puis se renfonça dans son fauteuil à roulettes et replongea aussitôt dans le résumé imprimé du dossier fourni par l'horloge. C'est ainsi que ses collaborateurs surnommaient leur supérieur, le patron de la brigade criminelle. Un monstre de ponctualité, il va sans dire. Surligneur en main, Tim biffait chaque élément notable avec une minutie de moine copiste. Ce que d'aucuns eurent trouvé rébarbatif le grisait au-delà des mots. Il s'agissait bien de cela, de la prose la plus aride, faire jaillir la vérité. Intraçable. Parmi les innombrables cold cases que le lieutenant Tim Osterman avait traités depuis 10 ans, celui-ci se présentait de loin comme le plus nébuleux, et l'auteur des faits comme l'un des plus insaisissables et difficiles à cerner qu'il n'ait jamais connu. Mais à cette difficulté initiale, qui relevait malgré tout de son ordinaire, un millefeuille de contraintes s'était ajouté. Et ce, dès le brief exposé par son boss, 2 jours plus tôt, dans le bureau aux Boiseries Sixties. La convocation vespérale de l'horloge l'avait privé de sa course du jour. Et rien que pour ça, Tim lui en voulait déjà. Leur tête-à-tête, éclairé par le coucher de soleil qui inondait la pièce, n'augurait rien de bien réjouissant. La suite, débitée par son patron comme on donne son numéro de sécu, avait hélas confirmé cette impression. Contrainte numéro 1, le délai. 1 mois, s'était récrié Tim. Mais la première équipe comptait 4 officiers, et ils ont planché dessus pendant au moins 2 ans sans rien trouver. Je sais, mais c'est comme ça. Vous avez jusqu'au 1er avril.
À en juger par l'intonation, ça n'avait rien d'une plaisanterie de saison. Son interlocuteur, dont le regard froid le fixait derrière ses lunettes cerclées d'acier mat assorties à sa chevelure grise impeccable, paraissait se soucier comme d'une guigne des contraintes folles qu'il lui imposait. À intervalles réguliers, le grand chef consultait sa montre, sans doute pour vérifier que leur entretien ne dépasserait pas le créneau prévu dans son agenda. Sa morphologie rablée, aussi cubique que les cases d'un tableur, contrastait avec la silhouette longiligne de son subordonné, grande tige dégingandée à la barbe rousse fournie, d'où émanait une impression de douceur un peu triste. Contrainte numéro 2, l'ultimatum. Quoi qu'il en soit, le ministère a tranché. Une fois ce dernier dossier refermé, c'en sera fini des affaires classées. On n'a plus de budget pour ça. Donc, de deux choses l'une. Soit vous résolvez ce vieux machin, prouvant ainsi que vous avez autant de savoir-faire sur le terrain qu'au milieu de la paperasse, et vous réintégrez la crime. Soit vous n'y parvenez pas et je n'aurai d'autre option que de vous muter là où vos compétences seront appréciées à leur juste mesure. Pourquoi son compliment sonnait-il comme une insulte? Où ça? La brigade de l'évaluation des services a besoin de bras. Enfin, surtout de plumes. En période de coupe budgétaire, ça audite à tout va, vous pouvez me croire. Et puis, ça vous changera des bureaux d'ici, non? Je ne... bredouilla Tim, secoué par la nouvelle. On n'inspecte pas un commissariat depuis son écran, Osterman. Vous aurez des missions un peu partout dans le royaume. Des rayons orphelins l'aveuglèrent. Le positionnement du fauteuil visiteur semblait avoir été choisi à cet effet, différant sa réaction de quelques instants. Des missions longues? J'imagine que ça variera. La première envisagée devrait durer une bonne année. La première. L'horloge avait beau parler d'une dernière alternative, son avenir semblait scellé. Et la borne inaugurale de son itinérance déjà posée. Mais où? Contrainte numéro 3, la menace. On parle de quelle région? C'est mieux qu'une région, on pourrait presque dire un pays à ce niveau-là. Tim craignait de comprendre. Au Groenland, ajouta l'autre, comme s'il lui proposait les Maldives. Vous seriez basé à Nuuk, la capitale, mais avec un rayonnement potentiel sur tout le territoire. Le Groenland. Avant même d'y avoir posé le premier pied, il en avait déjà plein le dos, du Groenland. Littéralement, s'entend. Une tache de naissance d'une poignée de centimètres carrés, quelque part sur l'océan de son omoplate droite, ressemblait à peu de choses près au tracé de la grande île Blanche, et lui avait valu plus d'une plaisanterie. Le Groenland n'était pas loin de matérialiser son pire cauchemar. Comment l'annoncerait-il à Hans? Et lui, son père, comment vivrait-il leur éloignement? Tim soupira. D'adoption en divorce, la trame de sa propre existence lui apparaissait comme une toile maintes fois déchirée, puis ravaudée tant bien que mal. Comment encaisserait-il ce nouvel accroc? Contrainte numéro 4, sans doute la pire, la pression. Car avant de lui exposer ces riantes perspectives, l'horloge avait évoqué, dès le début de leur entretien, un sacré bâton merdeux, malodorant et explosif à souhait. Était-ce pour cela qu'il pinçait l'arête de son nez dès qu'il lâchait sa montre? Vous vous souvenez des excuses prononcées par Mette Frederiksen au nom de son gouvernement en décembre dernier? L'histoire des enfants cobayes du Groenland, c'est ça? Le boss connaissait bien son subordonné. Merdeux ou non, il suffisait d'agiter un bâton sous les yeux de Tim pour le voir détaler ventre à terre dès qu'on le jetait au loin. C'est ça. Sa prise de parole sur le sujet était certes attendue, mais vous connaissez les médias. Filez-leur un bout de viande, ils réclament le cœur de la bête, de préférence chaud et palpitant. Que voulez-vous dire? Je veux dire... L'horloge s'interrompit aussitôt, maître de ses effets. Après un court silence, il reprit. « Que connaissez-vous exactement de cette affaire, Osterman ?» Tim n'en savait pas beaucoup plus que la plupart des Danois. Certains de ses collègues s'étaient d'ailleurs demandé quelle mouche avait piqué leur première ministre, pas vraiment encline aux actes de contrition en temps normal, pour se lancer dans cet exercice de repentance,
qui plus est aussi longtemps après les faits. « Je vous rafraîchis la mémoire ?» proposa l'autre sur un ton qui ne laissait pas le choix. « S'il vous plaît ?» L'horloge s'enfonça dans la profondeur de son fauteuil directorial, comme s'il cherchait à prendre son élan. « Je ne vous apprends rien en disant qu'après la Seconde Guerre mondiale, le partenariat stratégique entre les États-Unis et notre pays s'est considérablement renforcé. Des bases militaires américaines se sont implantées dans tout le royaume, en particulier au Groenland. Par sa position sur la carte du monde, cette province danoise est devenue un enjeu géopolitique majeur entre les deux blocs de la guerre froide. » « Quel rapport avec les gamins exilés de force ?» relança Tim, qui ne se voyait pas passer des heures à écouter son boss dérouler l'histoire des 70 dernières années. « J'y viens. Les officiers yankees stationnés au Groenland n'ont pas tardé à rédiger des rapports, assez accablants, il faut bien le dire, sur ce qu'ils constataient sur place. L'état de pauvreté, de délabrement et de ce qu'ils appelaient le retard socio-culturel. Ces documents sont remontés jusqu'au siège de l'ONU, tout juste créé, qui a elle-même demandé des comptes à notre Premier ministre de l'époque. Hans Toff, compléta Tim. Son patron pointa son index vers lui pour valider l'intervention. « Je vois que vous avez suivi les cours d'histoire au lycée, bravo, un point pour vous. Bref, Ed Toft a assez mal pris de se faire sermonner par les instances internationales et dès 1949, il a lancé un grand plan de modernisation du Groenland. Enfin, de modernisation, on devrait plutôt dire de danification du pays comme de sa population. » Tim avait suivi les cours d'histoire, certes, mais sans jamais explorer dans le détail le film des relations entre son pays et les territoires d'outre-mer. Hormis quelques universitaires ou politiciens, quel Danois pouvait se targuer du contraire? L'horloge le dispensa de demander des explications. « En ce temps-là, continua-t-il, personne ou presque au Danemark ne nourrissait le moindre doute concernant la supériorité de notre société sur celle des chasseurs-pêcheurs inuits. L'opinion commune était qu'il fallait hausser le niveau général de la colonie, tant en termes de développement que d'équipement, de préférence en commençant par son socle fondamental. »« Les enfants, » suggéra Tim. « Oui, enfin, je dirais plutôt l'éducation, » le reprit l'horloge sur le même ton professoral. Mais comme il ne s'agissait pas de se lancer dans un programme de rééducation massive d'entrée de jeu, le gouverneur du Groenland, Paul-Hugo Lundstein, a reçu pour premier mandat de mener une expérience pilote sur une sélection de petits Groenlandais, les fameux 22. L'expérience. Tim avait déjà entendu le terme employé au sujet de ses enfants, comme s'il s'agissait de vulgaires souris de laboratoire. Il réprima un frisson, ce que son vis-à-vis dut prendre pour une invitation à poursuivre son savant monologue. À l'écoute de cet exposé, Tim éprouvait un plaisir trouble, aussi dérangeant fut-il. Il ne l'avouait qu'à quelques interlocuteurs qu'il jugeait capables de comprendre, mais à ses yeux, plus un dossier puait la honte, plus il devenait passionnant. Le 20 juillet 1950, un conseil restreint, orchestré par Lundstein, a chargé l'association caritative Save the Children d'organiser et d'encadrer l'envoi d'une vingtaine de gamins groenlandais au Danemark, pour une période d'environ 1 an, afin que ceux-ci se familiarisent avec la langue et les coutumes locales. L'idée, au-delà de ce séjour, était que ces enfants deviennent, à leur retour au pays, des modèles pour leur génération. Les premiers représentants d'une nouvelle élite inuite, si l'on veut, mais surtout des citoyens le plus compatibles possible avec la société danoise de cette époque. Je vous passe les détails, vous les trouverez bien par vous-même, mais évidemment rien ne s'est passé comme prévu. Sinon, ça n'aurait pas viré à l'affaire d'État, se retint de commenter Tim. Autant laisser l'horloge poursuivre son tic-tac jusqu'au bout. Ce dernier se redressa de nouveau dans son écrin de cuir, signe qu'il touchait au but. Mais pour venir à ce qui nous occupe, Save the Children n'a pas été la seule ONG impliquée. Quand 16 des 22 gamins exilés sont rentrés au pays à l'automne 1952, seulement 16, le coupa Tim surpris.
Que sont devenus les autres? C'étaient des orphelins, ils ont été adoptés par leur famille d'accueil danoise. S'agissant des 16 autres, enchaîna-t-il sur un ton agacé, pourtant tous dotés d'au moins un parent biologique en vie, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de les enfermer dans un orphelinat flambant neuf en périphérie de Nuuk. J'en ai entendu parler. Un établissement de la Croix-Rouge danoise, c'est ça? C'est bien ça. La plupart des responsables de l'époque sont morts depuis belle lurette, mais il y a 10 ans, il en restait un en vie. Très vieux, à moitié Alzheimer, mais bel et bien vivant. Le dernier de tous les décisionnaires de l'expérience, politique compris. Pas besoin d'être un flic aussi expérimenté que Tim pour deviner que c'est sur cet individu-là que la foudre du scandale avait in fine frappé. Il s'en enquit tout de même pour la forme. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelait-il? Le corrigea l'horloge. C'est bien tout l'objet de notre petite discussion. Johannes Fersen, vice-président de la Croix-Rouge danoise en 1951, a été tué à son domicile, ici à Copenhague, le 10 avril 2011. Je vois, répondit Tim, recevant la nouvelle comme si elle datait du jour. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui? Le plus souvent, les cold cases étaient exhumés à la demande des familles, ou parce qu'un élément décisif, jusque-là enfui, refaisait soudain surface. Aux crispations qui apparurent sur l'austère visage de son patron, Tim devina qu'il s'agissait cette fois de tout autre chose. Filez-leur un bout de viande et ils réclament le cœur de la bête. Comme je vous le disais, après l'allocution de notre première ministre en décembre dernier, la presse ne s'est pas contentée de son joli discours, la main sur le cœur, devant le Parlement. Elle a remué la boue comme elle sait si bien le faire, jusqu'à faire remonter les affaires plus ou moins connexes. Comme l'assassinat de ce Fersen de la Croix-Rouge. Absolute. Alors, pour montrer aux journalistes que ce tintouin officiel n'était pas qu'un simple coup de com', le ministère de la Justice a souhaité que toute la lumière soit faite sur les causes et les circonstances de ce décès. C'est cette extrémité du bâton merdeux, plus pestilentielle et piégée qu'un WC débordant un soir d'orage, qu'on lui demandait de saisir. Un job que n'importe quel flic un peu sensé eût refusé. Mais avait-il encore le choix? La 5e contrainte était un corollaire. Tim pouvait le constater tandis qu'il compulsait la maigre note de synthèse établie par ses confrères de 2011. Les éléments d'enquête se révélaient plus que maigres. Au moins, cette difficulté-là avait le mérite d'offrir une prise à ses qualités professionnelles. Relisant pour la énième fois les circonstances de la mort de Fersen, le dernier responsable de l'orphelinat des enfants inuits, il surligna la conclusion du rapport. Le sujet a succombé à une embolie gazeuse, consécutive à l'injection intentionnelle d'une grande quantité d'air dans son sang. La seringue utilisée à cet effet provenait du stock laissé sur place par l'infirmière qui visitait quotidiennement Johannes Fersen. Infirmière, infirmière, rumina Tim à voix basse en parcourant la liasse. L'information qu'il cherchait se nichait 2 pages plus haut. Las, comme il s'en doutait, l'intéressé avait été très vite mis hors de cause. Absence manifeste de mobile. Aucune empreinte relevée sur la seringue neuve employée. Alibi solide, son horaire de visite le jour du meurtre se situant autour de 18 heures, soit 5 bonnes heures avant l'heure estimée de la mort de Fersen. Au moment de la piqûre fatale, telle qu'évaluée par le légiste, elle a été vue par de nombreux témoins, en particulier un restaurateur, à proximité de son domicile, situé à plus de 30 minutes en voiture de la maison de Fersen, elle-même située en plein cœur du quartier de Frederiksberg. Une fois de plus, il surligna de fluo les quelques mots-clés qui lui semblaient faire sens. Absence de mobile, aucune empreinte, seringue neuve, 18 heures, témoin, 30 minutes, Frederiksberg. Le Copenhague chic, commenta-t-il pour lui-même. Le statut et la fortune de la victime avaient-ils été pris en compte lors de la première enquête?
Détenait-il des objets de valeur à son domicile? Le style du rapporteur n'était pas très protocolaire, mais peu importait. L'analyse des faits paraissait malgré tout crédible. Tim massa sa nuque, déjà endolorie malgré l'heure matinale. Un lointain brouhaha s'invita dans sa conscience, accaparé par la danse des lignes sous ses yeux. Comme pour tous les dossiers qu'il reprenait, ou presque, son travail commençait là où s'était achevé celui de ses prédécesseurs, dans une magnifique impasse. Il leva les yeux. Au fond de l'open space, la pendule affichait 9 heures. Ses collègues arrivaient enfin, par vagues bruyantes. Plusieurs d'entre eux longèrent la cloison à mi-poitrine derrière laquelle il s'affairaient sans un signe ni un bonjour. Indifférents semblaient-ils à sa présence. Étaient-ils à ce point ignorants de ses habitudes et de ses horaires? Penché sur sa table de travail, immobile et silencieux, devenait-il transparent au point de s'effacer totalement? Il fallait le croire, car plusieurs d'entre eux se mirent à deviser à son sujet comme s'il parlait d'un absent. Un défunt aurait eu droit à plus d'égards. Bon, au moins, on n'a pas à faire semblant de l'inviter au petit-déj du service. De toute façon, on ne va pas se mentir, il aurait refusé. C'est clair. D'ailleurs, tu verras que le moment venu, il s'arrangera pour ne pas organiser de pot de départ. Ah bon, ça y est, il le dégage? Non, mais ça revient au même. L'horloge lui a filé une méga bouse, et 1 mois pour la lui rendre aussi propre qu'un chiotte japonais. Autant dire qu'il est cuit. Mais tu connais le patron. On ne sait jamais s'il aura un usage du chiotte en question ou s'il pose ses exigences juste pour te mettre à l'épreuve. 22 avril 1951. Ce matin, pas très longtemps après l'office, le pasteur de notre paroisse est venu nous voir à la maison. Papa, Anarak, Victoria et moi. Depuis la mort de maman, je crois bien que c'était la première fois qu'il prenait cette peine. D'ailleurs, au début, papa n'a pas bien compris ce qu'il voulait. Ça ne lui ressemble pas de faire des visites à des gens comme nous, encore moins en emmenant avec lui son fils. Quelle andouille celui-là, tout le temps à nous regarder comme des bêtes curieuses dans la cour de l'école. Papa s'est senti obligé de leur offrir à boire, de la bière de bruyère pour le pasteur, la boisson des grandes occasions, et de l'eau pour son gamin. Au moment de verser, j'ai bien vu que papa avait un peu honte de la crasse sous ses ongles et sur ses doigts. Il refermait ses mains comme il l'aurait fait autour du manche de sa pioche. « La mine, ça te quitte pas comme ça. » Il dit tout le temps. Ça te colle aux mains et à la tête. Tous les hommes qui bossent avec lui sont pareils à force, des blocs de charbon vivants. Le garçon a siroté son eau en bout de table et a continué à nous fixer. Surtout moi d'ailleurs. Il espérait quoi, qu'on devienne copains peut-être? « Pouvez-vous me rappeler quand votre épouse nous a quittés ?» a fini par demander le pasteur. Le 10 décembre 1949. Juste avant Noël. Le genre de détail dont on se souvient bien quand on est enfant. Même si le visage et la voix de maman, eux, s'estompent de jour en jour. Presque 1 an et demi, ça ne doit pas être facile tous les jours, seul avec ces trois-là. Le pasteur nous a désignés d'un mouvement de son menton, couvert d'un collier de barbe grise. J'ai tenté de me cacher derrière une chaise, mais son regard d'un bleu plus profond que le fjord ne me lâchait pas. « Je me débrouille », a grommelé papa. « Le petit dernier n'est pas un cadeau, mais je me débrouille. Je fais comme ma Laurette aurait voulu. » Et c'est tout à votre honneur, Karl. Merci. Papa leur a resservi une rassade de bière à tous les deux, et le pasteur l'a sifflé d'un coup. On aurait dit qu'il cherchait à se débarrasser d'un truc pas bon du tout. Puis, il a pris une grande inspiration et s'est jeté à l'eau en parlant un peu plus vite cette fois, comme pour dire « Attention, c'est important ». Karl, que diriez-vous si le gouvernement groenlandais vous filait un joli coup de main avec vos enfants? Un coup de main? On pouvait voir les dollars défiler dans les yeux de papa, comme dans les comiques américains que les enfants des riches rapportent à l'école. Ces idiots, ils se font dépouiller à chaque fois. « Je ne parle pas d'argent », l'a déçu le pasteur. « Je parle de quelque chose de bien plus important pour leur avenir, leur éducation. » Ah,
« Notre école est super, je veux pas en changer !» s'est écriée Victoria, l'aînée de notre famille. « Vic !» Papa a hurlé et s'est retenu de lui en retourner une. Sans le pasteur et son fils, ça aurait salement valdingué dans la maison, c'est certain. « Excusez-la, révérend. Elle a l'adolescence qui pointe en même temps que ses seins. Elle sait plus tenir sa langue. » « Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. De toute façon, elle est déjà un peu trop vieille pour le programme auquel je pense. » « Un programme ? » Une chance exceptionnelle, Karl. L'occasion pour l'un des vôtres d'intégrer la future élite du Groenland. L'élite ? A-t-il répété à voix basse, manifestement impressionné. À son tour, il a sifflé sa bière pour se donner du courage et de la contenance. Si, bien sûr, vous êtes d'accord, voilà en quoi ça consiste. L'un de vos enfants pourrait aller passer une année complète dans une école au Danemark. Il y apprendra le danois, bien sûr, mais il recevra aussi tous les bienfaits de l'enseignement et des soins médicaux de là-bas. Tout cela entièrement pris en charge par notre gouvernement. Vous n'aurez pas une seule couronne à débourser. Et ça serait quand, cette affaire ? Je demande juste un... Dès le mois prochain. C'est vrai que le Danemark, ça ressemble au paradis ? A demandé Anarak. Ce coup-ci, la remarque était si candide que papa a plutôt souri que fulminé. Le pasteur s'est engouffré dans la brèche comme un phoque dans un aglou. « Mais oui, c'est exactement ça, le Danemark, un paradis. Oh, tu n'as pas idée comme c'est beau. Et je ne te parle même pas de la nourriture et des jouets qu'ils ont là-haut. Ça te dirait d'y séjourner quelques mois avec d'autres copines et copains ? Vous êtes 3 à Kochlissak à être invités. Si tu veux, l'un de ces chanceux, ça pourrait être toi, jeune fille. » « Oh, je sais pas, » s'est-elle renfrognée d'un coup. « Franchement, » est intervenu papa, « si vous deviez me soulager d'un des 3, c'est pas à elle que je penserais. » Note. La page suivante est arrachée et le texte interrompu. Copenhague, 1er mars 2021. Johannes Fersen, vice-président de la Croix-Rouge danoise en 1951, a été tué à son domicile à Copenhague le 10 avril 2011. Lorsqu'ils finirent par s'apercevoir de la présence de Tim derrière sa cloison, les collègues qui avaient cancané à son sujet s'égaillèrent comme une volée de moineaux, soudain très affairés, omettant au passage de lui présenter des excuses. Déjà replongé dans l'étude du dossier Fersen, Tim ne s'en formalisa pas. Creuser, isoler, exhumer. Déceler l'indécelable sous les sables du temps. Tel était le credo de l'archéologie criminelle, sa colonne vertébrale. Il n'y avait à son goût pas de meilleur drap où se réfugier que le papier. Le 10 avril 2011, 60 ans presque jour pour jour après l'exil forcé des 22 enfants groenlandais au Danemark au cours du printemps 1951. « Putain !» souffla-t-il pour lui-même. Mais il avait quel âge en 2011 ? La réponse figurait en toutes lettres dans la fiche personnelle de la victime. Johannes Thomas Fersen, né le 1er février 1916 à Copenhague. Un autre siècle, un autre monde. La vache ! 95 ans ! Aucun des 4 officiers en charge de l'enquête, 10 ans plus tôt, ne semblait s'être attardé sur ce détail. Pourtant, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, les victimes d'homicides de plus de 75 ans étaient très rares, en moyenne 4 fois moins nombreuses que chez les 15-45 ans. Passé 90 ans, d'après les études les plus récentes, on flirtait même avec le 0%. Fersen était, à n'en pas douter, le seul individu d'un âge aussi avancé à avoir été assassiné au Danemark cette année-là. Une singularité à côté de laquelle ses confrères étaient allègrement passés. Il est vrai que la situation était incongrue. Quel mobile pouvait être assez puissant, assez impérieux, pour qu'on se... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.